de son procès par la Convention nationale, ne sait pas très bien s'il est l'ancien roi de droit divin d'avant 89 ou s'il est le roi constitutionnel de 1791. Il danse un peu d'un pied sur l'autre et sa défense n'est pas nette ni claire, comme le sera la défense de Marie-Antoinette, qui n'a jamais considéré que la monarchie constitutionnelle ait jamais existé, qui n'a jamais voulu accepter la Constitution de 1791 et qui considère, autant les révolutionnaires considèrent Marie-Antoinette comme une traîtresse absolue, autant Marie-Antoinette considère les révolutionnaires comme des factieux et pense que la révolution n'a pas de racines profondes dans le pays et donc adopte une position de défense qui est une position de défense extrêmement tranchée. Et c'est là que c'est intéressant, c'est encore une fois d'observer la coexistence de mondes aussi différents. C'est quelque chose qui, je dirais, appartient au passé, mais appartient aussi au présent. Combien de fois j'ai eu le sentiment de ces étrangetés lorsque on croise dans la rue ou dans des circonstances diverses de sa vie des personnages dont on a l'impression que précisément ils appartiennent à un autre monde et où on a cette impression d'autisme qui est littéralement l'impression qui dominait au cours de ce procès. C'est quelque chose qui relève à la fois de l'histoire mais qui relève aussi des invariants psychologiques qui sont intemporels, qui appartiennent autant au passé qu'au présent. Et c'est peut-être là un des éléments de la modernité du procès. L'autre élément étant que la tradition des procès politiques, que ce soit des procès en justice ou des procès de presse, quel qu'il soit, cette tradition des procès politiques est une tradition très vivante en France. On en a encore quelques démonstrations depuis quelques semaines. Et que cette tradition est au cœur je dirais, du processus révolutionnaire et de la matrice révolutionnaire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Cette reine Marie-Antoinette est donc une femme assez différente de ce qu'on pouvait apercevoir d'elle au petit Trianon ou sous l'Ancien Régime. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi elle s'était comportée comme elle s'est comportée pendant ces 3 jours de son procès. Et pour ça, il faut, si on entre par la porte du tribunal, il faut ressortir par la fenêtre, remonter en arrière, et au fond, toute l'écriture de ce livre est une écriture un peu scénographique, filmographique plutôt, c'est-à-dire qu'il y a des zooms avant, où je laisse les protagonistes du procès s'exprimer sur la scène du procès, sur la scène du tribunal, et puis de temps en temps, je fais des arrêts sur image pour revenir en arrière et pour reconstruire psychologiquement les différents personnages qui se sont produits au cours de ce procès, à commencer par Marie-Antoinette elle-même. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait eu cette attitude, cette espèce de dignité et cette espèce aussi de présence d'esprit politique qui a été la sienne au cours de son procès. Et je l'ai repris de très loin. Je suis revenu très loin en arrière. Je suis revenu à l'époque où elle arrive en France comme jeune dauphine, alors qu'elle a à peine 14 ans, et que par la grâce de la politique internationale, et notamment par le renversement des alliances, le rapprochement de la monarchie française avec l'Autriche, voulu par Louis XV et par Choiseul, en 1756, elle va devenir, à 14 ans, l'otage de cette politique, et elle va être, par le mariage qu'elle va contracter avec le jeune dauphin futur Louis XVI, elle va devenir le garant ou la garante de cette politique de rapprochement de la France avec l'Autriche. Alors même, et ceci n'est pas inintéressant, que l'Autriche a toujours été l'ennemi héréditaire de la France. Souvenez-vous des Habsbourg, souvenez-vous des luttes menées par Henri IV, par Richelieu, par Mazarin, contre l'enfermement de la France par les Habsbourg, en Autriche, en Espagne au sud, en Belgique, ce qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens, et tout d'un coup, le roi de France décide d'abandonner ses alliés traditionnels, en particulier la Prusse, et de se rapprocher de son ennemi héréditaire, l'Autriche et les Habsbourg. Et au fond, si Marie-Antoinette a été jugée comme l'étrangère, et en particulier comme l'autrichienne, c'est aussi en partie à cause de cela. Parce que ce procès, il revient de loin. Ces fantasmes ne sont pas nés au début de la Révolution, ils existaient déjà avant même l'irruption de la Révolution française. Avant même que n'éclate la Révolution, dans les élites françaises, on considère que cette alliance est une alliance, je dirais, contre nature, et que celle qui l'incarne, qui la représente et qui en est le garant, Marie-Antoinette, est forcément, plus qu'une autre princesse royale, plus qu'une autre reine, une étrangère.
Et c'est un des éléments, la nation qui juge l'étrangère, c'est un élément des procès qui s'explique par un contexte historique, diplomatique et politique dont Marie-Antoinette ne peut pas grand-chose. Donc elle arrive en 1770, jeune archiduchesse d'Autriche, 11e enfant de Marie-Thérèse, qui est quand même l'un des souverains les plus puissants en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Et comme vous le savez, on lui fait subir un premier rite de passage. On l'a fait passer sur une île du Rhin. On lui fait donc passer la frontière de l'Empire d'Allemagne au Royaume de France, et dans une tente de cette île du Rhin, on l'a fait se déshabiller entièrement de ses habits d'archiduchesse d'Autriche pour revêtir ses nouveaux habits de dauphine de France, puis de future reine de France à partir de 1774. Voilà une enfant de 14 ans qui a vécu une enfance très protégée dans une espèce de cocon familial et amical à Schönbrunn et à Vienne, et que l'on projette du jour au lendemain, en quelques minutes, dans un monde totalement inconnu, avec une maison à Versailles qui sera une maison peuplée de personnages, et entre autres sa gouvernante Madame de Noailles qu'elle ne connaît pas, qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Et ça, c'est pour moi un premier traumatisme psychologique qu'elle subit dès l'âge de 14 ans. Et quelle va être sa réaction par rapport à ça? Ça sera une réaction de fuite. Toute la vie de Marie-Antoinette est une sorte de ligne de fuite. Et cette réaction de fuite va être d'autant plus évidente et va être accentuée par le fait que lorsqu'elle arrive en France à l'âge de 14 ans, Marie-Antoinette ne se fait pas confiance. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Quand on lit ses lettres, et il faut les lire attentivement, entre les lignes, les milliers de lettres qu'elle a écrites à sa mère, Marie-Thérèse, les lettres qu'elle a écrites à l'ambassadeur d'Autriche présent à Versailles, Bercer-Giotto, les lettres qu'elle écrit à ses amis les plus proches comme Yolande de Polignac, elle parle de ce manque de confiance qu'elle a en elle-même. Elle dit par exemple dans les années 70 qu'elle déteste se produire en public, qu'elle déteste parler en public. Elle dit aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Lorsqu'elle parle de ses peintres, elle dit qu'elle n'aime pas les portraits qu'on fait d'elle. Quand on n'aime pas son image, probablement ne s'aime-t-on pas soi-même. Et il faudra attendre 1778 pour qu'elle accepte le premier portrait exécuté par Élisabeth Vigée-Lebrun, qui va devenir son peintre officiel, son portraitiste officiel, pour qu'elle accepte ce portrait. Et donc tout ceci, ce sont des petits éléments qui expliquent qu'elle va non pas tant fuir la cour de Versailles en se réfugiant au Petit Trianon que se fuir elle-même. Et puis, Marie-Antoinette va connaître 15 ans plus tard un deuxième traumatisme, et celui-là il intervient en 1789. Et ce traumatisme-là il est double. En 89, évidemment, c'est l'éruption de la Révolution française, ça tout le monde le sait. Mais il lui arrive dans sa vie privée un autre événement qui est très peu connu, que peu de gens connaissent, c'est la mort de son fils aîné, qui va mourir à Meudon le 4 juin 1789. Et donc, coup sur coup et de façon concomitante, tout son monde va s'effondrer. Le monde de la monarchie va s'effondrer, emporté par le vent de la Révolution, et son monde familial et son monde de mère, alors qu'elle a toujours adoré ses enfants, et adoré les enfants d'une façon générale, peut-être parce qu'elle a toujours eu cette nostalgie de l'enfance, cette nostalgie d'un monde protégé, encore une fois là, l'enfermement. Tout d'un coup, par la mort de son fils, ce monde familial, lui aussi, va s'effondrer. Et que fait-elle, à la différence de ce qu'elle a fait en 1770 par rapport à ce deuxième traumatisme de 1789? Pour la première fois, elle va se faire face, elle va faire face à son destin, et elle va accepter d'assumer au fond ce qu'on pourrait appeler ses devoirs de femme et de reine. Et si elle a vaincu quelque part au cours de son procès, on pourrait dire, et ceci est assez juif dans un certain sens de dire ça, elle a vaincu par l'obéissance, elle a vaincu en étant pour la première fois de sa vie à partir de 89 et jusqu'à son procès de 93, fidèle à sa naissance, fidèle à ses devoirs, fidèle à sa condition et à son statut de femme et de reine et de mère qu'elle avait un peu fui jusqu'en 1789. Et ça, c'est certainement un élément psychologique qui est intéressant et important. Et cette attitude de la reine, elle va perdurer encore après son procès, jusqu'au dernier moment de sa vie et jusqu'à ce qu'elle monte sur l'échafaud le 16 octobre 93 à midi. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent
expliquer aussi ce courage et cette bravoure de Marie-Antoinette et cette dignité de Marie-Antoinette. Je pense que c'est une femme qui a toujours été du côté de la vie et qui jusqu'au dernier moment a cru qu'elle se sortirait de la situation dans laquelle elle était. Elle pensait que certains ne l'avaient pas abandonnée, que sa famille à Vienne négociait son exfiltration ou son échange contre des prisonniers républicains détenus par les Autrichiens. Elle ne savait pas que même sa famille l'avait abandonnée et qu'au nom de la réelle politique, l'empereur d'Autriche, qui par ailleurs, comme je vous l'ai dit, connaissait ses premières victoires militaires sur le terrain, considérait qu'elle n'avait plus aucune importance et qu'on pouvait l'abandonner et que mieux valait mettre la main sur des places fortes et sur des villes de la République française plutôt que de signer un armistice en échange de Marie-Antoinette. Donc ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa solitude est encore pire que ce qu'elle peut imaginer, qu'elle est abandonnée jusque par sa propre famille, son propre gouvernement d'origine, si j'ose dire, c'est-à-dire Vienne et le gouvernement autrichien. Donc elle est du côté de la vie. Et puis il y a un autre élément psychologique qui peut-être peut nous faire comprendre cette attitude de Marie-Antoinette face à ses juges, c'est que je pense que on est plus courageux face à la mort lorsqu'on méprise ceux qui vont vous la donner. Et sincèrement, je pense que Marie-Antoinette méprisait profondément, entre guillemets, ses bourreaux, en tout cas ses accusateurs et ses juges. Et que dans ce sens-là, fidèle à son éducation, à ses traditions de jeune archiduchesse d'Autriche, à la façon dont Marie-Thérèse l'avait élevée, elle va vouloir adopter cette attitude de dignité et de courage par rapport à ses juges. Et cette attitude, elle va l'avoir jusque dans le trajet, terrible trajet qui va la conduire de la conciergerie du palais de justice à la place de la Révolution, qui est la place de la Concorde actuelle. J'ai fait ce trajet à pied. Il nous mène par le Pont-Neuf, on prend la rue Saint-Honoré, la rue du Faubourg Saint-Honoré, cette longue rue, on arrive à la rue Royale, qui s'appelait la rue de la Révolution, on prend à gauche, on redescend la rue Royale, et on arrive place de la Révolution, place de la Concorde aujourd'hui, par le nord. L'échafaud se trouve exactement dans la perspective centrale des Tuileries, dans ce qu'on a appelé l'axe royal, qui conduit, cette espèce d'extraordinaire perspective qui conduit jusqu'à l'Arche de la Défense aujourd'hui, et donc, et cet échafaud qui est dominé par une énorme statue en plâtre de la liberté. Souvenez-vous de ce que dira Madame Roland lorsque quelques semaines plus tard elle montra sur ce même échafaud apostrophant cette allégorie de la liberté. Madame Roland dira liberté, liberté que de crime on commet en ton nom, et c'est précisément dans ce contexte-là et devant cette statue de la liberté que Marie-Antoinette va monter sur l'échafaud. J'ai fait ce parcours à pied, c'est 4,5 km. Elle monte dans la charrette à 10h30 du matin, elle arrive place de la Révolution à midi, 4,5 km, 1h30 de trajet, 300 000 personnes dans la rue, des injures et une humiliation supplémentaire, non seulement due au fait qu'on ne la fait pas monter dans une voiture fermée comme son mari Louis XVI, mais qu'on l'a fait monter sur une charrette attelée de 2 chevaux, aux côtés de son bourreau, l'exécuteur des basses œuvres, qui était Samson, non pas le père, mais le fils Samson, et qu'on l'a fait monter dans le sens inverse du sens de la marche des chevaux. Hein, comme dans les procès de sorcellerie du XIIIe et du XIVe siècle. Hein. Souvenez-vous du cycle des chevaliers de la table ronde, Lancelot ou le chevalier de la charrette. Cette charrette, elle roule depuis la nuit des temps, hein, depuis le fond des âges. C'est vraiment la charrette d'infamie. Et c'est une humiliation supplémentaire qu'on va faire subir à Marie-Antoinette et aussi aux autres accusés et condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire en la faisant monter dans le sens inverse du sens de la marche des chevaux. Et c'est à cette occasion, alors que la charrette emprunte fend la foule et emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré, que le peintre David, qui se trouve quelque part au premier étage d'une des maisons de la rue du Faubourg Saint-Honoré, fera le dernier croquis et le dernier dessin que l'on possède de la reine, où on la voit main liée derrière le dos, dans une extrême réserve et une extrême raideur, quelques minutes avant sa mort. Elle monte les marches de l'échafaud sans défaillir, sans s'évanouir, comme le feront d'autres, comme Madame Dubarry, l'une des maîtresses
pièces les plus célèbres de Louis XV. Probablement ne dit-elle pas un mot et elle ira à la mort avec ce même courage qui a été le sien au cours de son procès. Les révolutionnaires, dans la presse révolutionnaire et dans les commentaires qu'ils feront du procès de l'exécution de Marie-Antoinette, la feront parler. Ils inventeront cette anecdote que je considère comme en effet inventée, où elle aurait marché par inadvertance sur le pied de son bourreau et lui aurait dit « Oh, excusez-moi, monsieur le bourreau ». Mais je suis persuadé qu'on a inventé cette anecdote pour la faire apparaître une fois de plus comme une femme frivole, enfermée dans un système artificiel de politesse qui serait cette ancienne politesse de cour dont elle avait hérité de la cour de Vienne et de la cour de Versailles. Je suis, moi, quant à moi, persuadé qu'elle n'a rien dit du début jusqu'à la fin. Et au fond, ce procès, qui était nécessaire aux yeux de la Révolution, qui est une forme de vengeance exercée par la Révolution contre ses ennemis, est un procès qui, du point de vue de ses représentations et du point de vue de sa signification politique, est un procès raté. Parce que ce qu'auraient voulu les révolutionnaires, c'est un peuple révolutionnaire digne, qui n'exerce pas l'injure contre la condamnée à mort, et une reine qui, à contrario, aurait été indigne et se serait abandonnée à la peur, au désespoir et à la terreur de la mort. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. On a une reine qui, si j'ose dire, n'a pas bronché devant la mort, et un peuple de Paris qui a exercé sa colère et sa vengeance contre elle. Et donc, du point de vue des significations politiques du procès, ce procès est en partie un procès raté, et voilà pourquoi pendant très longtemps, pendant des années et des années, on n'en aura pas parlé, et il faudra attendre la Restauration et le 19e siècle pour que la mémoire du procès surgisse, avec les déformations que l'on connaît, surgisse à nouveau, et pour qu'au fond, on fasse du côté de la Révolution de Marie-Antoinette toujours et encore une femme qui a trahi la République et qui a comploté contre la République, et que l'on fasse du côté des nostalgiques de l'Ancien Régime, de Marie-Antoinette, une sorte de sainte et martyre qui se serait comportée magnifiquement jusqu'à l'échafaud. Marie-Antoinette probablement n'est ni l'une ni l'autre, ni une traîtresse absolue, ni une sainte et martyre, et tout ce que j'ai essayé de faire dans ce petit récit consacré à son procès, c'est de la rendre à elle-même, alors qu'on l'a tellement au 19e et au 20e siècle dépossédée d'elle-même. Voilà, je vous remercie de votre extrême attention. Merci. Merci pour cette belle conférence, vraiment. J'ai malheureusement, je vous invite en fait à poursuivre l'échange parce que nous sommes un peu pris maintenant là par le temps, mais non, mais c'est parfait. De toute façon, tout était bon. Emmanuel reste, donc vous savez que nous pouvons poursuivre aussi un dîner, et puis surtout des livres donc qu'il va dédicacer pour ceux qui le souhaitent. Et je vous invite à poursuivre cet échange donc après, pour que l'établissement ait le temps de pouvoir redresser les tables, puisque voilà, depuis longtemps 20 heures est pour nous notre limite horaire. Mais un immense merci, parce que vraiment pour cette approche